Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Loïc. Bonjour Augustin, bienvenue à ce nouveau webinaire du Florian Mansion Institut. Nous sommes ravis de vous accueillir comme chaque mois pour nos webinaires. Je crois qu'on est encore très nombreux à être inscrits, plus de 300 Augustin. Plus de 300, en effet. Oui. Super. Traditionnellement, juste nous confirmer que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien et nous dire où vous êtes dans le chat, hein, un petit bonjour dans le chat, nous fait toujours plaisir et nous garantit que vous êtes avec nous, toujours aussi nombreux. Bonjour, ok, tout est bon. Ça a l'air bon, Parfait. Augustin. Hein, Super. ça a l'air bon, génial. Alors le chat, c'est aussi un moyen de communiquer, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à commenter et à nous poser des questions par rapport à la présentation que l'on va faire, bien entendu. Et donc, on va démarrer tout de suite, Loïc, avec ce sujet qui, quand même, j'espère un peu, qui intrigue tout le monde. L'art ou la science du recrutement. Vaste sujet, n'est-ce pas? Vaste sujet, effectivement. Hein. Nous, c'est quelque chose qui nous occupe depuis près de 50 ans. Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est un peu les deux? Enfin, on va voir un petit peu ce qu'il en est et on attend vos retours, vos échanges. N'hésitez pas à nous interpeller positivement toujours dans le chat, à nous faire part de votre avis, vos expériences, vos exemples. Avec grand plaisir. Allez, pour démarrer, Augustin, une petite histoire peut-être. Oui, l'histoire justement du recrutement au sein du Florian Manson Institute, qui est une histoire qui est vaste, hein, bientôt 50 ans, avec peut-être cette notion scientifique qui est très ancrée dans notre fonctionnement. Il faut savoir que nous avons écrit de nombreux ouvrages. Vous avez ici quelques exemples des best-sellers. Le recrutement par indice que vous connaissez tous, hein, que vous avez ici. Les 13 secrets de chasseurs de tête. Alors là, c'était pareil, un best-seller avec une diffusion permanente de cet ouvrage que nous avons réactualisé récemment. Et nous avons également aussi des études très scientifiques, comme l'étude sur les CV trompeurs. On va avoir également aussi d'autres ouvrages qui montrent un peu notre vision scientifique du management avec le management épiphyte. Alors, c'est un peu fantomatique comme présentation quand je le mets comme ça, mais il est là, il est bien réel, et moi aussi. Donc, ce management épiphyte qui est une conception scientifique du management à partir de la botanique. Donc, vous êtes nombreux à le connaître, et je pense, Loïc, que on a une histoire longue avec l'approche scientifique du recrutement, mais peut-être que tu vas nous dire que c'est pas que scientifique. On a peut-être aussi quelque chose à voir avec l'art depuis toutes ces années. Depuis toujours, depuis toujours. Alors, juste le dernier commis, le 35e, le management selon les animaux. Il est enfin disponible. Voilà, il est là, il est disponible sur la librairie en ligne. On fera une grande ouverture, lancement courant mars du livre. Donc, on vous attend sur le prochain webinaire. Et effectivement, Florian Mansion a toujours apprécié l'art dans notre métier et avec Augustin depuis près de 25 ans qu'on fait partie de la maison Florian Mansion et qu'on l'a repris en 2007, on a poursuivi cette œuvre-là et tous les tableaux que vous voyez en bas à droite de l'image sont des tableaux, des vraies œuvres d'art faites par des artistes, pour certains très connus. Pour certains très connus, comme Merde, pardon, c'est moi qui ça bouge, comme par exemple le tableau avec le gros bonhomme bleu avec le chapeau rouge et la mallette, c'est ni plus ni moins que le même que le bonhomme qui est ici, qui était notre ancien logo, hein, que l'on retrouve également dans le bonhomme stylisé en triangle d'aujourd'hui, notre logo d'aujourd'hui. Le tableau bleu, c'est l'artiste Loubat qui l'a fait. On a ensuite celui qui est tout en haut à gauche avec la main qui porte un petit bonhomme, le jeune cadre dynamique, notre cadre dynamique. Logo, voilà exactement, qui a été fait par Rorich. Et puis on a des tableaux plus récents, faits notamment les deux qui sont au centre, en haut au centre, qui sont faits par deux artistes graffeurs qui font à la fois des graphes, qui font cette nouvelle tendance peut-être certains ont des baskets customisées, ils sont très très forts en customisation de baskets. On a aussi
un graphe qui a été fait ici avec le bonhomme stylisé, etc. Donc nous, le rapport à l'art, il a toujours été présent, certainement parce que l'art dans le recrutement, c'est important, Augustin. Alors, c'est important, mais moi, ce que je voudrais aussi maintenant, c'est vous poser la question. Nous-mêmes, on va développer une présentation sur est-ce que le recrutement est un art ou une science, mais on va tout d'abord vous poser la question et j'aimerais que vous commenciez peut-être déjà au travers du chat à nous donner votre avis. Est-ce que pour vous, le recrutement est un art, c'est une science, un peu les deux, ou alors ni l'un ni l'autre? J'attends vos retours. On va vous dire bien entendu ce que l'on pense nous avec Loïc, mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir votre avis. Et je vois du un peu les deux. D'accord, les deux. Et alors, attends, le temps que tout le monde réagisse, parce que si on commence à donner, ça va influencer tout le monde. J'ai vu qu'on avait des gens de Pologne et des gens de Côte d'Ivoire avec nous. Au-delà d'avoir des gens qui, comme nous, sont pas très loin de Montpellier, parce que nous, on est basé à Montpellier, à notre siège, et Augustin et moi sommes à Montpellier. Bonjour de Marseille également, j'ai vu. On a des bonjours de nos consultants, d'anciens consultants. Christophe fait partie des personnes qui suivent notre webinaire. Donc, voilà. Donc effectivement, alors, si on remonte dans le chat, Augustin. Il y en a qui commencent à parler d'art. Beaucoup d'entre vous considèrent que c'est les deux. Et bien entendu, Philippe Mémard qui nous explique, notre consultant donc sur Alès et sur le Gard, c'est que c'est suivant comment on pratique et le talent dont on dispose, bien sûr. Mais bon, on a énormément de retours qui confirment que c'est un peu les deux, quoi. J'ai l'impression. Hein. Ouais, équilibre, Laurent Estève, bonjour Laurent, équilibre entre les deux et intuition. Ouais, il y a une notion encore là dont on va parler. Ni l'un ni l'autre. Alors voilà, c'est vrai qu'on a une majorité de un peu les deux. Et puis quelques-uns, on a peu de gens qui disent que c'est une science finalement le recrutement, Augustin. C'est vrai, finalement. Alors que spontanément, on pourrait penser à cela, puisque c'est enseigné à l'université. C'est enseigné à l'université, à la fac de sciences d'ailleurs. C'est un sujet nécessaire. Et à la fac de sciences, exactement. Donc on pourrait imaginer que ce soit considéré comme une science. Donc j'avais posé la question pour peut-être certains ont répondu, et merci pour ceux qui ont répondu sur LinkedIn. J'ai pas fait la mise à jour aujourd'hui, je crois qu'on est à 130 votes. Majorité un peu les deux. Alors moi ça m'arrange parce que je suis normand, donc c'est le peut-être ben coup, peut-être ben que non. On va voir, on va en discuter après. Une bonne part aussi, je suis assez surpris de ni l'un ni l'autre. Et donc je ne sais ce que les gens qui disent ni l'un ni l'autre, ce qu'ils en pensent en fait. Je serais curieux. Alors j'ai eu une réponse sur LinkedIn qui disait c'est un métier. Oui, certes. Mais sinon, je sais pas ceux qui ont dit ni l'un ni l'autre. Là, je vois Franck, par exemple, Franck Sort, qui nous dit c'est ni l'un ni l'autre dans le chat. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que le recrutement du coup? Si c'est ni un art ni une science ou un peu des deux, etc. Il y a quand même peu de sciences et pas mal d'art quand on regarde. Alors il y a Sophie Levé qui dit quelque chose d'intéressant. Sophie Guerrier. Les deux peuvent être en premier lieu d'abord peut-être une science qui évolue vers l'art. Bon, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal effectivement. Allez, on va répondre tranquillement. Alors, c'est notre réponse à nous, hein. Elle ne se veut pas exhaustive. On n'a pas fait une étude approfondie. L'idée, c'est d'échanger. On aime bien le partage, l'échange. Hein. Donc, n'hésitez pas. Alors justement, pour aborder le sujet, on va d'abord identifier 3 étapes stratégiques dans le recrutement, que d'ailleurs vous allez retrouver dans nos ouvrages. Hein, le recrutement par indice est exactement le support dans lequel on développe tout cela. Et on va l'aborder de 2 manières. Est-ce que la première étape, qui est l'identification, la compréhension du besoin de l'entreprise, de la structure d'accueil, est-ce que cette étape-là comporte des éléments artistiques ou des éléments scientifiques? Ensuite, on va passer à la recherche de candidats, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sourcing aujourd'hui, au travers de la diffusion et des outils de diffusion que nous connaissons aujourd'hui et la rédaction des communications au travers de l'annonce. Est-ce qu'à ce niveau-là, on va retrouver des éléments artistiques ou scientifiques? Et pareil pour l'évaluation. Et donc, on va aborder, Loïc et moi, chacun l'aspect ou artistique ou scientifique. Et on va peut-être commencer tout de suite, Loïc, par une question que je vais te poser. Est-ce que
dans l'identification du besoin, tu y trouves une dimension artistique. Peut-être que tu peux nous développer un peu notre vision là-dessus, ta vision là-dessus, et me dire en quoi cette phase en amont, quelque part, comporte des éléments artistiques. Ouais, merci. Bonjour la Réunion à Lionel Grand Lachimi, nouveau consultant au Florent Institut, puisque nous avons de nouveau une implantation sur la Réunion. Donc, salut Lionel. Merci Augustin. Effectivement, la phase qui nous paraît la plus essentielle dans le recrutement est l'identification du besoin et la bonne compréhension du véritable besoin, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, ce qu'on fait avec le diagnostic de recrutement. Et en fait, je vous ai mis une photo de ces bancs que l'on trouve dans les musées où beaucoup imaginent que le banc sert à se reposer. Et nous, on pense que le banc, il sert pas à se reposer. Il sert à réfléchir, à aller plus loin, à chercher au-delà du besoin exprimé. Effectivement, si je regarde un tableau, de prime abord, sur celui-ci, je vois une dame, je peux être assis, une dame qui est à moitié allongée, avec une robe blanche, je peux être très descriptif. Mais est-ce que c'est la vision de l'artiste ? Qu'est-ce qu'il a voulu faire passer comme message, comment il l'a exprimé, pourquoi il l'a fait sous cette forme-là, etc. C'est exactement ce que l'on fait, effectivement, Paola, ça sert à observer. Et voilà pourquoi nous, les diagnostics de recrutement, on se déplace dans les entreprises, on va rencontrer les entreprises. On ne sait pas faire un recrutement, et donc encore moins un diagnostic de recrutement, sans rencontrer l'entreprise, sans aller humer, sentir, voir tout ce qui ne se dit pas, tout ce qui n'a pas été écrit sur une fiche de poste, une plaquette ou que sais-je. Et donc ça c'est fondamental. Et pour nous, c'est une forme d'art parce que il faut aller au-delà de ce que l'artiste, le chef d'entreprise a pu exprimer. Et l'autre, Loïc, on a un bon élément, c'est que le banc peut servir à se reposer. Se reposer en deux mots. Ouais, oui, mais c'est aussi un moyen de prendre du recul et d'observer, en fait, bien sûr, dans des bonnes conditions. Exactement, merci Christine. Se reposer les bonnes questions. Ouais, exactement, prendre du recul. Et effectivement, si on regarde une œuvre comme ça et qu'on passe devant, on va être très factuel, très descriptif. Dans le recrutement, c'est pareil. Si on regarde une entreprise ou une fiche de poste, on va être très descriptif, très descriptif. Et si vous regardez les fiches de poste, c'est très descriptif. Ça donne pas la quintessence, la substantifique moelle, les valeurs, l'odeur de l'entreprise, etc. Ça, c'est fondamental en fait dans un recrutement. Et donc ça, c'est plus du domaine de l'art. Et on prend un deuxième artiste et celui-là, on l'aime beaucoup. Et pour ceux qui sont allés à JFK, l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy, ce mobile tel que vous le voyez est en version géante au sein de l'aéroport. J'ai eu la chance d'aller le voir. Pour nous, les mobiles à la Calder, tels que vous le voyez là, ce sont des organigrammes. C'est tel que nous, on imagine comment il faudrait représenter l'entreprise au quotidien. Pourquoi? Parce que chaque personne ne pèse pas la même chose. Alors oui, physiquement, vous allez me dire, on ne pèse pas tous pareil. On est d'accord. Mais nous, on parle en termes de poids, dans l'organisation. Exactement, de fonction dans l'organisation. Et si on enlève le point rouge, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un déséquilibre qui est un état entre deux équilibres et un nouvel équilibre qui sera peut-être moins confortable que le précédent, mais surtout le fantasme des employeurs et des managers, c'est de se dire retrouvez-moi exactement ce point rouge. Ça n'existe pas. Donc on va retrouver une autre forme d'équilibre avec un nouveau collaborateur. Et donc vous voyez qu'on s'inspire encore une fois de l'art pour parler d'organigramme, pour parler de RH. Et donc il faut prendre le temps de repenser son organisation avant chaque recrutement. C'est ça notre conseil. Et avant chaque recrutement, ne jamais lésiner sur ce temps-là. Plus vous prendrez de temps sur l'amont, sur le diagnostic, sur le repenser, prendre du recul, ce qui n'est pas toujours simple quand on est la tête dedans, meilleur sera votre recrutement. Essayez de mettre un banc au milieu de votre entreprise et regardez un petit peu ce qu'il en est. C'est pas toujours simple et voilà pourquoi faire appel à des consultants, ça peut avoir du sens. Moi, je dis ça, on est une trentaine de consultants au sein de Florent Institut on a 30 artistes, hein. On a 30 artistes du diagnostic du recrutement, Augustin. Bon, une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas si ça réagit, je n'ai pas regardé le chat, Augustin. En fait, l'idée selon laquelle en fait la
l'entreprise est en mouvement avec cet organigramme mobile, c'est ce que tu viens de dire. Il y a un nouvel équilibre qui se met en place, l'organisation. Admettons que je perds mon directeur financier, peut-être que le directeur commercial va prendre plus de poids dans la boîte, en fait. C'est ça l'idée. Et nous, avec ce regard-là, et ce que dit Christine correspond exactement à la réalité, on est là pour observer ce nouvel équilibre, hein, que l'on aurait pu balayer du regard sans lui donner de l'importance, en fait, et partir sur un nouveau recrutement identique. On est d'accord. Donc voilà, donc ça c'est notre vision de l'identification du besoin, le côté artistique de ce travail-là et qui pour nous paraît essentiel et d'aller au-delà de l'aspect uniquement scientifique descriptif des choses. Mais alors n'hésitez pas à commenter parce que je vois qu'il y a Pierre qui arrive, d'autres personnes qui arrivent. N'hésitez pas à argumenter, à commenter pour pouvoir échanger avec vous. Alors, de mon côté, moi, j'observe que le recrutement est également une science et je pense que les deux se rejoignent à un moment donné parce que cette phase de compréhension, soit on la balaye, comme on balaye un tableau, hein, et puis on se repose sur les anciens outils tels que les anciennes annonces, soit on va prendre le temps de réfléchir en s'appuyant, là, cette fois-ci, sur les éléments scientifiques. C'est-à-dire que lorsque on doit définir le besoin d'un recrutement, le véritable besoin, mais on a besoin d'outils. Et là, au sein du Florian Mention Institute, on a développé un outil qui s'appelle le diagnostic de recrutement, qui se décompose en 4 étapes essentielles. La définition d'entreprise, la compréhension d'entreprise dans son fonctionnement, l'analyse de la définition de fonction, c'est-à-dire les principales missions, mais les réelles missions, hein, pas celles qui étaient écrites dans le précédent poste, ce qui est proposé au candidat en termes de moyens pour réussir, et enfin ce qui est exigé. Et vous le voyez, du candidat, on parle du profil qu'à la fin finalement, on a une approche globale. Notre approche scientifique repose donc sur ce document qui est un diagnostic, mais aussi sur des outils, des techniques, notamment avec des éléments qui vont nous permettre de définir des grilles d'analyse et des grilles de synthèse pour analyser la part technique, la part commerciale, la part administrative d'une fonction. Nous l'avons ici dans cette grille, par exemple. Et on ne peut pas démarrer un recrutement, je pense, sans cette approche très scientifique qui nous permet de comprendre le besoin à partir d'outils et de méthodologies que nous avons développés maintenant depuis plus de 50 ans et que nous retrouvons toujours dans cet ouvrage, hein, le recrutement par indice. Tout est indice, mais d'abord, il faut comprendre des éléments en amont du recrutement, c'est-à-dire quel est mon véritable besoin. N'hésitez pas, hein, je ne sais pas s'il y a quelques commentaires ou pas qui arrivent. Non, ils sont sages, ils sont très sages jusque-là. Je crois qu'on a un conseil, effectivement. Oui, alors ce qui est très important, en fait, c'est que à chaque fois que vous lancez un recrutement et que vous allez redéfinir le besoin, il faut écrire, voire réécrire les fiches de poste, toujours avec cette définition théorique, mais aussi très scientifique qui concerne les besoins en termes de savoir, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire la maîtrise technique, hein, les connaissances théoriques aussi, le savoir-faire, là on a la maîtrise des métiers ou de fonctions, et enfin de savoir-être, les soft skills, appelez ça comme vous voulez aujourd'hui, c'est-à-dire les éléments de personnalité. Et cette définition est très importante parce qu'elle va vous donner un élément d'ensemble très complet qui est celui que l'on va évaluer ensuite. Ouais, effectivement. Alors il y a Pierre-Éric qui nous dit qu'effectivement c'est pas toujours clair les fiches de poste, les descriptifs, et pourtant il faut y veiller pour gagner du temps. Ça doit répondre à ces 3 axes en fait. Une fois qu'on a compris la structure, je définis mon besoin par rapport en termes de savoir-faire, savoir-être. Donc une grille d'analyse va être aussi la base de départ de votre grille d'entretien, mais ça on va en parler après. Oui, bien sûr. Alors tout ça, c'est dans un bouquin, Loïc. Hein. C'est pas toujours très simple, mais nous, on donne la possibilité, on vous donne la possibilité à tous également de lire le chapitre sur la définition des véritables besoins, et vous verrez que vous pourrez vous inspirer de cela dans vos entreprises aussi. Oui, il y a de quoi faire, un livre de 256 pages. J'ai remis le lien dans le chat et on a une petite surprise pour vous à la fin. Alors, une fois qu'on est d'accord sur ça, Loïc, qu'est-ce qui se passe en fait? Une fois qu'on a défini notre besoin, il y a une étape qui suit. De manière artistique et scientifique, vous voyez qu'il y a vraiment les deux en fait. Hein.
l'étape qui suit, effectivement, c'est la recherche et la diffusion. Et donc sur le côté artistique de la recherche et la diffusion, il y a deux mots qui sont importants. C'est que quand je diffuse une offre d'emploi, quand je rédige une offre d'emploi, il faut qu'elle soit informative et attractive. Et là, on va rentrer clairement dans ce qu'on appelle le marketing de l'offre, qui est un véritable art. Comment bien rédiger une offre d'emploi qui soit informative et attractive. Informative, ça veut dire que le candidat doit s'y retrouver, doit comprendre le poste. Vous disiez Pierre-Éric, c'est extrêmement important. Si le candidat ne comprend pas votre offre, il passera devant. Mais de la même manière que si une personne passe devant un tableau et que le tableau, une œuvre, une chanson, une danse, si ça ne vous parle pas, si vous ne comprenez pas, vous allez passer devant. Vous allez passer devant. Alors peut-être qu'il faut être initié, comprendre, avoir des prérequis pour comprendre cette œuvre. Donc, si vous êtes un candidat, par exemple, on cherche un ingénieur en robotique et que vous êtes un directeur commercial, peut-être que l'offre ne vous est pas destinée et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas informative pour vous. Donc, c'est pas très grave. Ça, c'est pas très grave. Mais il faut qu'elle soit informative, donc que je comprenne l'offre, mais il faut aussi qu'elle soit attractive. Et donc là, il faut qu'on donne le sens et ça, c'est l'art du message, passer les bons messages, etc. Et ça, on a voulu mettre en avant en travaillant le webinaire avec Augustin, on a trouvé que les phrases de Ben, l'artiste Ben, que vous connaissez tous, sont géniales. Parce que véritablement, il pose d'ailleurs la question, est-ce bien de l'art? Rien qu'en posant la question, c'est devenu de l'art. L'offre d'emploi, la fiche de poste, la définition de fonction, appelez ça comme vous voulez, répond à ces notions-là. Faire bien passer le message, le bon message, comment je le fais passer. Il faut être juste, ni trop ni trop peu. Et donc, trouver le bon message. Attention, ça ne veut pas dire être fun absolu. On voit aujourd'hui une fâcheuse tendance à tutoyer, à funiser les offres d'emploi. Nous, on est très prudents, il faut être juste. Il faut être juste par rapport à quoi? Juste par rapport à votre cible, les candidats, et juste par rapport à vous-même, à vous l'entreprise. Je parle à l'entreprise en tant que personne morale. Oui, parce que si l'entreprise n'est pas absolument fun, faire une offre d'emploi fun, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. Oui, il y a une remarque de Christine qui dit qu'il faut être sélectionné pour pouvoir sélectionner. Alors c'est marrant parce qu'elle prend un peu les choses à l'envers. Je trouve ça intéressant. Moi j'ai envie d'ajouter quelque part, et notamment à ta présentation, je te pose la question. Finalement, ok, il faut comprendre l'annonce parce qu'elles sont souvent trop longues. D'ailleurs, c'est ce que dit Anaë. Parfois, elles sont pas explicatives. Est-ce qu'il faut ressentir quelque chose? Quand je suis face à une œuvre d'art, je ressens quelque chose d'informel, d'impalpable. Est-ce que dans ta rédaction, c'est pour ça qu'on parle d'art du message, il faut chercher à provoquer une sensation, un ressenti? Une émotion. Mais oui, d'ailleurs, alors, toujours pareil, j'aime l'émotion juste, ni trop ni trop peu. Il faut pas que ce soit que de l'émotion, votre offre. Pourquoi? Parce que on reste dans un milieu professionnel, on est là pour bosser à un moment donné. Mais oui, il faut de l'émotion. Et d'ailleurs, nous, c'est très amusant, c'est quand on a les candidats qui se reconnaissent dans une offre, tu vois, je digresse, dans une offre, clairement, ils te le disent avec passion, ils te disent, waouh, moi, je me suis reconnu dans cette phrase-là, je me suis reconnu dans ce descriptif-là, dans ce titre de poste-là, c'est l'offre qui me correspond parfaitement. Et quand c'est vrai, nous, en tant que recruteurs, on le ressent aussi. On le voit bien, qu'on a une candidature qui est cohérente par rapport à l'offre et qui se cale par rapport à notre offre. Donc nous, en tant que rédacteur d'une offre, il faut qu'on y soit très sensible, qu'on fasse très attention à trouver la justesse de l'émotion, de provoquer quelque chose chez l'autre, de lui donner l'envie. C'est le côté attractif en fait. Il faut lui donner l'envie, d'avoir envie, comme diraient certains, mais donner l'envie de postuler, donner l'envie d'aller plus loin. Alors, ça rejoint c'est-à-dire, il y a Laurent et Steph qui nous dit quels sont les éléments attractifs et communs à la plupart des offres. Ah, c'est difficile ça. Mais on va avoir des règles de base que l'on retrouve dans chaque offre, finalement. Pas vraiment, parce que ça va dépendre de l'entreprise. Voilà pourquoi, si vous regardez bien nos offres à nous au Formation Institute, ne se ressemblent pas.
elles ont une sémantique similaire, une mise en forme similaire. Par contre, les contenus sont très différents. Pourquoi? Parce qu'on s'adapte à chacun de nos clients, parce qu'on a fait un gros diagnostic en amont. Donc cette fameuse art et science dont nous parlait Augustin, très méthodologique, mais avec une science de poser les bonnes questions. Et là, ça se ressent dans le message. Et donc, on va pas passer du tout les mêmes messages. Donc, dire à Laurent, tiens, il y a tel ou tel élément qui doit se ressembler. Non, je serais presque, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on met, pas de copier-coller, pas de plagiat. Même en ce moment, je serais tenté de vous dire, faites attention à ChatGPT, etc. Je dis pas qu'il faut pas utiliser ces outils-là, mais le copier-coller insipide des offres d'emploi que l'on voit parfois d'un DAF ou d'un directeur commercial, et on voit bien que c'est toutes les mêmes qui sont sorties, c'est pas cohérent. Est-ce que s'est fait plagier? Oui. Est-ce que les gens qui l'ont plagié ont mieux réussi que lui? Non. En tout cas, en termes d'art, non. Et dans toutes les œuvres, on peut essayer de faire du Picasso. Vous n'êtes pas Picasso. Donc, si vous êtes Picasso ou si vous êtes Ben, bah, votre entreprise, ça doit ressortir dans vos offres d'emploi. Et ça doit surtout pas être la même que celle du voisin. Je vais peut-être te donner un exemple parce que il y a donc Christine qui parle de sincérité. Moi, je trouve que l'offre doit être sincère par rapport à ce qui va se passer après. Si je vais à un musée parce qu'il y a une œuvre qui me semble intéressante et que j'accroche à un flyer, en fait, et que j'arrive dans le musée et que le musée ne ressemble pas du tout à ce que j'ai pu ressentir en amont, ben, je vais être déçu. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut une cohérence. Tu l'as dit, il faut un formalisme professionnel que l'on va retrouver à chaque offre. Il faut qu'elle soit informative, il faut qu'elle soit attractive, mais sincère aussi, et qu'elle corresponde à ce qui va se passer derrière. Une offre qui derrière se traduit par une mauvaise expérience, finalement, elle sera pas sincère. Et oui, et donc voilà. Mais pour que ça marche, Augustin, certes, il faut de l'art dans la recherche, la diffusion, etc. Mais j'imagine qu'il y a de la science un petit peu derrière tout ça. Ah, bien sûr. Oui, parce que tu as inventé un mot quand même. Tu as parlé de offre, donc une offre d'emploi. Tu viens d'inventer un mot tout à l'heure. Un néologisme. Mais bien entendu, dans le recrutement, cette approche de la diffusion des offres d'emploi, bien sûr qu'elle est scientifique, et vous savez tous, de plus en plus, elle est scientifique parce que les outils sont là, parce que l'on va avoir aujourd'hui une myriade d'outils de diffusion, de job boards. On va analyser de manière scientifique les retours d'offres d'emploi. On a des ATS qui nous permettent de gérer de manière automatisée et digitalisée les candidatures. On parle de ROI, de KPI. Quand on négocie avec notre job board, justement, Loïc, on était récemment cette semaine en discussion avec nos prestataires, on va aller chercher le nombre de clics, le taux de conversion, le nombre de personnes qui finalement nous posent l'impin, on appelle ça le ghosting aujourd'hui, par rapport à une offre d'emploi. On est vraiment sur une approche scientifique de la rentabilité d'une offre, mais aussi de la diffusion, parce qu'elle répond à des règles liées à des outils et des moyens. Les outils étant justement les job boards, les réseaux sociaux, tout ce qui va nous permettre de diffuser l'offre. Et les moyens, c'est les moyens que l'on met, souvent financiers, souvent humains, pour justement, pourquoi pas sponsoriser ces offres, les faire connaître d'un plus grand nombre. C'est très important aussi de faire un bon benchmark avant de savoir si une offre fonctionne ou pas. Est-ce que je suis sur la bonne cible? Est-ce que c'est les bons job boards? C'est une question qu'il faut se poser en permanence. Diffuser une offre de manière automatique sans chercher à comprendre ce qui se passe derrière et au bout d'une semaine se dire ah ben tiens ça marche pas, eh bien, c'est aussi un manque de professionnalisme. Il faut aller chercher les infos, chercher les taux justement de statistiques qui vont vous permettre d'analyser la rentabilité ou la performance d'une offre. Et donc, pourquoi pas changer de support, hein. Parfois, on est obligé de se dire, mais c'est pas le bon support par rapport à mon entreprise. Peut-être des questions? Oui, alors il y a des questions, des réflexions, ça a beaucoup interagi, notamment sur la notion de, oui, ok, mais ça c'est que des outils, Augustin, hein. Ils ont bien aimé l'art, ils aiment moins le côté scientifique, je crois. Oui. Alors, pourquoi on défend cette approche-là? Parce que l'approche scientifique vous permet de valider et avec le temps, finalement, d'améliorer vos méthodes et d'améliorer vos outils. Et l'outil qui marche aujourd'hui, demain ne fonctionnera pas.
D'accord? Donc, on ne peut pas enlever cette dimension scientifique, c'est la compréhension des outils, du fonctionnement des outils. Et on va surtout voir tout à l'heure dans l'évaluation quelle est la dimension scientifique du recrutement. Mais alors, il y a Christine qui a du mal avec les anglicismes. Je sais bien, Christine. On doit s'adapter à cela. Le management est un mot français, hein, ne l'oubliez pas. Hein, parce que... moi, ce que je voulais rajouter, Augustin, c'est que tout artiste a de la technique, a des outils qui évoluent. Croire que faire un tableau de Picasso, c'est parce que Picasso a une énorme technique, a des super outils. Et nous, on vous dit, bah oui, il faut être artiste dans le recrutement. Il faut de l'expertise humaine. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé de l'expertise humaine dans le recrutement. Bien sûr qu'il faut de l'expertise humaine et on défend ça absolument. Mais si on n'a pas de technique, pas d'outils, donc pas de science du recrutement, notamment sur la diffusion des offres, ben on va avoir des difficultés. Et aujourd'hui, ça bouge beaucoup les outils. Il y a quelqu'un qui nous demandait de plusieurs ATS. Alors nous, on a eu la bizarrerie de créer notre propre ATS, notre propre logiciel de recrutement, hein, parce que ATS c'est Applicant. Alors Christine, on va pas vous faire plaisir. ATS c'est Applicant Tracking System, donc c'est un anglicisme qui veut dire logiciel de recrutement, pour faire très simple. Et donc, on a créé ça, on l'a lancé le 1er septembre 2002. Alors, à l'époque, autant vous dire qu'on nous a pris pour des fous, hein, ça fait 23 ans. On nous a pris pour des fous, on nous a dit, mais vous allez vous faire pirater vos CV, ils sont où vos CV? Et on a eu l'outrecuidance de s'engager à répondre sous 24 heures à l'époque, et toujours aujourd'hui, de répondre sous 24 heures aux candidats, ce qu'on essaye de tenir au maximum, parce que ça nous paraissait tellement pratique, utile, pertinent. Et donc, effectivement, sans renier forcément ce que l'on est, ce que l'on fait, le côté artistique de notre métier, notamment sur la rédaction, le côté scientifique alimente, nous permet d'aller plus loin dans l'art. C'est ça, ce qu'il faut comprendre, Loïc, c'est que la rédaction relève du littéraire et de la sensibilité et de la compréhension. Mais derrière, il faut le faire savoir. Une offre d'emploi, si personne ne la voit, elle a beau être très bien faite. Si on n'a pas des outils marketing pour diffuser les offres, si on n'a pas des outils de communication, si on ne s'appuie pas sur les acteurs techniques, eh bien, on oublie l'aspect scientifique de la diffusion et du coup, elle reste sans. Les candidats n'arriveront pas. Donc, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le marketing dans la diffusion, et pour moi le marketing est une science également aussi, nous permet justement de faire savoir, et donc d'où tous ces mots, ces anglicismes, ces moyens de contrôle finalement, hein, de reporting et de contrôle, qui nous permettent demain de se dire, finalement, ok, mes offres sont bien rédigées, mais peut-être que j'ai intérêt à changer d'outil, tout simplement. Ouais, c'est ça. Alors je vais juste parce que je vois que Pierre-Éric a eu la gentillesse de traduire un certain nombre de sujets. ROI, retour sur investissement. Job board, c'est les sites emploi. Alors attention, j'ai lu que Pierre-Éric avait cité Adecco dans les job boards. Adecco est une société d'intérim, mais pas un job board. Dans les job boards, il y a Monster, mais aujourd'hui c'est pas le premier. Indeed, LinkedIn, Hello Work, Météo Job, Cadre Emploi, Augustin et de moi, j'en ai oublié, Jobology avec toute la suite. Il y en a des centaines en fait, c'est vrai. Donc voilà, le dashboard, c'est pour Christine, c'est l'image que l'on voit à gauche, c'est le panneau d'accueil quand on arrive sur un logiciel où il y a plein de petits graphiques qui nous aident à comprendre. Le timing, c'est effectivement la gestion du temps. Comprendre le temps, la notion de temps est indispensable dans le recrutement et d'analyser. Alors, juste une question, Loïc, qui est intéressante. Pauline qui nous dit qu'elle commence la semaine prochaine dans le monde du recrutement, donc en tant que chargée de recrutement, et comment apprendre l'utilisation de ces outils. Alors, bonne nouvelle, Pauline, déjà bravo pour ce nouveau poste. Ils sont faits pour vous, ils sont faits non pas pour des scientifiques, ils sont faits pour des consultants, pour des recruteurs. Donc, les choses sont très bien faites. Le jour où vous êtes mis en face d'un ATS, comme a dit Loïc, un outil de gestion, de diffusion et de gestion de missions de recrutement, vous serez très à l'aise parce que très souvent, ils sont pensés pour que les informaticiens ont bien fait les choses. Et nous, à l'époque, on est des consultants, en fait. Hein, donc, on a créé notre propre outil, des consultants pour des consultants, par des consultants pour des consultants. Et donc, vous verrez, tous les outils en général sont assez
assez facile à prendre en main. Le but, c'est… Oui, plus ou moins, hein. Renseignez-vous sur les outils. Il y en a quelques-uns. Le nôtre est hyper simple. Augustin est très enthousiaste parce que nous, on utilise un outil où on se Oui. régale. Bon, il y en a certains, c'est plus ou moins facile à prendre en main, c'est plus ou moins performant. Ne fantasmons pas l'intelligence artificielle à tous les étages, c'est pas encore le cas, mais souvent ils sont assez fluides. Renseignez-vous quel est l'outil, regardez s'il n'existe pas des formations en ligne, voire des formations dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Moi, ce qui m'inquiète, Pauline, c'est que vous allez être chargé de recrutement, vous n'avez jamais travaillé sur ces outils. Dans la formation que vous avez faite pour être chargé de recrutement, on aurait dû vous parler d'un certain nombre de ces outils, des mécanismes. Si c'est pas le cas, je vous invite à vous former, à vous lancer dans des formations. Il existe plein de formations en ligne sur ces outils. Bon, Augustin, tu as parlé de science dans le recrutement, mais on va continuer. D'ailleurs, une fois qu'on a diffusé, on va avoir des candidatures, bien sûr. Donc, il va falloir les évaluer, ces candidats, non? Ah, évidemment, évidemment. Et là, je reviens sur ma casquette d'artiste. Hein. Vous avez compris que Augustin était le scientifique de la bande et je suis l'artiste. Non, en fait, on est tous les deux, un peu les deux. Dans l'évaluation, le point clé, c'est souvent l'entretien, hein, l'entretien de recrutement. Et pour nous, l'entretien de recrutement, c'est un art, c'est l'art de poser les bonnes questions. Et croyez-moi, c'est quelque chose que encore aujourd'hui, avec 25 ans de recul, d'expérience, de formation permanente, nous on continue à se former, on continue à former nos consultants et on fait des formations entre nous tous les mois, voire tous les 15 jours, que ce soit en interne ou en externe. Donc c'est extrêmement important. L'art de poser les bonnes questions, je crois que c'est un des éléments les plus délicats, difficiles à maîtriser dans le recrutement. Si on veut pas être des robots, en fait, si on veut pas être des robots, comme vous avez peut-être vécu pour ceux qui ont été dans des entretiens de recrutement, où on se retrouve face à un interrogatoire d'une personne qui a écrit et qui coche des petites cases ou qui écrit sur son ordinateur. L'art de poser les bonnes questions, c'est surtout pas ça, parce que des deux côtés du bureau, nous sommes des êtres humains sensibles, irrationnels, subtils, qui ont des biais cognitifs. On parle beaucoup des biais cognitifs dans notre métier. L'influence du regard, l'influence de la posture, l'influence d'un mot, l'influence d'un CV, etc. Et donc les deux côtés du bureau s'auto-influencent pendant le recrutement. Et c'est ça la petite subtilité artistique qu'il faut avoir, c'est qu'il faut garder son humanisme dans tout ça. Et nous, c'est ce qui nous fait vibrer en fait dans le recrutement. On n'est pas des robots, c'est ça que tu veux dire? Ah non, on n'est pas des robots, surtout pas. Moi, j'ai fait juste avant vous, parce qu'avec Augustin, on reste des recruteurs opérationnels, on reste des consultants en recrutement. Et juste avant vous, j'étais en entretien avec un monsieur. Je raconte son histoire. Je pense il n'est pas dans les participants, mais il a été avocat pendant 15 ans. Et aujourd'hui, il est capitaine de bateau fluvial. Alors, croyez-moi que une histoire totalement incroyable. Et donc, quand on discute et qu'on est face à ce type de profil, on peut pas arriver avec nos petites questions. Parce que déjà, rien que sur la lecture du CV, on l'aurait écarté. Il rentre pas dans les cadres du cahier des charges classique, etc. Mais la curiosité humaine que l'on peut avoir et l'intelligence de poser des questions nous permettent d'aller plus loin et de gratter différemment, même si on doit garder un cadre structuré. Et là, c'est le côté scientifique d'Augustin. Je vois que ça s'excite dans le chat depuis tout à l'heure, Augustin. Alors, il y a des questions sur les tests, mais je vais y répondre tout à l'heure, bien sûr. On a également Carole qui nous remercie par rapport à la vision que l'on a des offres d'emploi, et c'est vrai que est très importante. C'est un outil qu'il faut maîtriser et qui doit être attractif. On a également aussi des questions sur la thématique du retour qui est fait au candidat, que parfois c'est automatique, voire limite. Voilà, donc en fait, j'ai des propositions de venir chez nous, en fait. Et savoir si on a des bureaux à Toulouse, donc tu vois, donc mais globalement, c'est ce que j'ai retenu dans ce que tu me dis, c'est que la part artistique, en fait, elle vient du fait que on doit être en mesure de maîtriser aussi nos biais cognitifs, de maîtriser en tout cas de comprendre ceux de l'autre. Et là, on est sur des éléments plus irrationnels, mais que l'on doit intégrer de manière méthodologique aussi dans l'entretien, en fait.
Ouais, il y a une question en parlant d'outils. On va parler des tests. On va répondre à la question de la graphologie juste après. Justement, l'évaluation, Augustin. Ok, moi, on défend qu'il y a une posture d'art dans l'art de poser les questions, dans l'humanité, dans le côté qu'on ne doit pas être un robot, que l'entretien n'est ni un interrogatoire ni un échange entre amis. C'est quelque chose de professionnel, mais qu'on doit faire avec beaucoup de panache, avec beaucoup d'art et qui ne doit pas être similaire. On peut pas appliquer à deux fois à deux candidats différents exactement le même entretien. Pourtant, tu vas me dire, bah oui, mais il faut quand même garder un côté très technique, très scientifique. Comment on fait ça en fait? C'est quoi la subtilité? On parlait de sciences humaines et sociales, hein, donc bien sûr, le recrutement sur son approche d'évaluation, sur la partie évaluation et notamment l'entretien et les différents outils, répond à des méthodes et des outils scientifiques. Pourquoi? Parce que on va avoir des outils tels que le guide d'entretien. On disait tout à l'heure qu'il faut écrire toutes les questions avant l'entretien et c'est obligatoire de le faire de manière systématique avec chaque candidat. Donc on évalue les candidats les uns par rapport aux autres, déjà dans la méthode. On va parler des tests, bien sûr. Les tests qui eux, sont conçus par les psychométriciens. C'est un véritable métier scientifique qui consiste à créer des tests en fonction d'aptitudes spécifiques ou de traits de personnalité qui nous intéressent, que l'on veut évaluer par rapport à un besoin. Donc, on ne peut pas dire que le test n'est pas du tout scientifique, c'est tout le contraire. On parle de probabilité, on parle d'occurrence. Voilà, on est en plein dans la science. On parle d'échantillons sur les tests, des échantillonnages. Donc on est vraiment. Et je vous ai mis la définition de psychométricien parce que je pense que peu de gens connaissaient ce métier. Vous connaissez les psychologues, les tests psychotechniques sont fabriqués par des psychométriciens. C'est un vrai métier en fait. Exactement. On a également, bien sûr, tout ceci est compilé dans un dossier de candidature qui va nous permettre de faire un rapport complet, une synthèse. Donc l'évaluation, elle est scientifique dans la manière de mener l'entretien sur le plan technique, méthodologique. Elle est scientifique dans la manière de s'appuyer sur des outils et des méthodes, les tests. Je vais répondre maintenant à la graphologie. Oui, la graphologie a fait partie de notre environnement pendant des années. Je pense qu'elle a pu être intéressante dans un contexte où elle ne servait pas à éliminer les candidats. Malheureusement, c'était le problème. Et donc, bien sûr, elle est sortie de notre spectre des outils d'évaluation maintenant depuis 15 ans. C'est très bien ainsi parce que, encore une fois, elle laissait beaucoup de place à l'interprétation et finalement, elle ne reposait pas suffisamment sur des éléments factuels d'ailleurs qui correspondaient aux besoins réels de l'entreprise en amont. Donc, c'était intéressant, mais c'était pas finalement adapté à ce dont on a besoin réellement aujourd'hui. Et je pense que quand on parle de recrutement par indice, en fait, c'est vraiment la base. Tout est indice dans un recrutement. Tu l'as dit tout à l'heure, des éléments de compréhension de la personnalité, peut-être plus informels, peut-être plus la sensibilité, tout ce qui est artistique, et puis des éléments beaucoup plus factuels. La présentation, l'élocution, la manière le storytelling d'un candidat, c'est-à-dire sa façon de raconter une histoire, mais derrière, la manière dont je récolte les indices. Est-ce que les tests sont nécessaires? Je pense que oui. Est-ce qu'ils sont le meilleur outil? Je pense que non. L'entretien, c'est la même chose. Le CV, c'est la même chose. Donc, il faut avoir cette approche scientifique en se disant, il y a un ensemble d'indicateurs, d'indices que je vais récolter et que je vais derrière utiliser dans mon rapport scientifique qui sera donc l'évaluation finale du candidat. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de faire le choix d'ailleurs entre plusieurs candidats, puisqu'on aura comparé les candidats les uns par rapport aux autres. D'accord? Et à la fin, peut-être à la fin, laisser peut-être un peu de place à l'aspect irrationnel, bien sûr. Alors, plein de réactions sur les tests, parce que c'est toujours une vraie question, une vaste question. Alors d'abord, n'utilisez pas l'onglet questions pour nous poser des questions. Je sais qu'il y a Sandrine alors je crois que c'est Sandrine. Non, c'est
Carole qui nous pose la question qu'elle avait posée dans l'onglet questions, elle nous le remet dans le chat. Donc posez-nous toutes les questions dans le chat. On essaye de répondre à un maximum. On ne pourra pas répondre à tout parce qu'il y a plein d'interrogations. Parfois en argumentant, on lit pas forcément vos questions, mais on les a sous les yeux et on répond autrement en fait. Voilà. Donc pour répondre à Carole, pouvez-vous me dire pourquoi le salaire n'est plus mentionné dans les offres d'emploi? Deux réponses à ça. Chez Fleury Mention Institut, quasi systématiquement, sauf pour des raisons stratégiques, mais rarement. La plupart du temps, on met on incite à le faire. On incite à le faire et nous on le met sur nos offres d'emploi parce que c'est la meilleure façon de trouver les bons candidats. On pense deux, dans les années qui viennent, il y a une directive européenne qui va être déposée sur la France, enfin qui va être déclinée sur la France, qui s'appelle le Transparency Act, qui veut qu'on va être obligé de mettre les rémunérations sur les offres d'emploi. Donc ça va régler en partie le problème. Carole, il y aura toujours des gens qui feront pas les choses. Donc on trouve que les gens qui le font pas, c'est une erreur parce qu'en fait, voilà, les candidats n'arrivent pas bien à se positionner. Après, Augustin, plein de questions sur les tests, alors notamment des questions par Sandrine qui nous dit et les tests métiers, de quoi on parle Bien sûr. Alors, vous avez différents types de tests et les tests sont à choisir en fonction du besoin de la chose à évaluer. Vous avez des tests d'aptitude, c'est-à-dire, je peux prendre l'exemple, aptitude commerciale, l'élocution, le mode de réflexion. Bon, on va aller chercher des éléments spécifiques nécessaires à un poste. On va avoir des tests de personnalité, où donc là, on va chercher les traits de personnalité du candidat par rapport à, toujours pareil, par rapport à un métier que je dois exercer. On a des tests qui vont nous permettre des tests plus techniques, en fait, qui vont permettre d'évaluer une connaissance ou la maîtrise d'un sujet. Ça peut être la maîtrise d'un logiciel, la maîtrise même d'une vente de manière en test, on va dire, en cas pratique. Voilà. Tester, c'est essayer d'anticiper la faisabilité d'une compétence par rapport à un besoin que j'ai défini. Donc, à partir de là, les tests ne sont pas tous des tests comme celui que vous présentez ici avec un graphe, avec des histogrammes ou des organigrammes. C'est plutôt, il peut y avoir des tests beaucoup plus simples que vous utilisez parce que dans votre entreprise, c'est un besoin clair et identifié. D'accord? Les tests sont un des éléments d'évaluation d'une candidature. Encore faut-il qu'ils correspondent vraiment à ce que l'on veut évaluer. Il y a des tests qui nous permettent de gérer, de comprendre la gestion des émotions, notamment. Et donc, à partir de là, est-ce que cette personne est capable de faire face à un stress, à un public lors d'une présentation, ou alors savoir un petit peu quels sont les axes de progression, parce que ça peut être aussi un moyen d'aider une personne à évoluer. C'est pas qu'une sanction, un test. Donc, il faut bien retenir cela également aussi. Ouais, alors effectivement, je sais plus qui l'a dit, mais le test n'est qu'un indice. Il ne faut jamais utiliser des tests à vocation d'élimination. Alors surtout les tests psychotechniques, des tests de personnalité, il faut surtout pas éliminer sur ces tests-là, ça serait une aberration, ce qu'on fait jamais au sein du Fleury Mention Institut. Sur certains tests métiers techniques de type QCM, on a besoin d'avoir tel ou tel élément éventuellement, et encore. Nous, quand on fait ce genre de test, on fait un oui, un non et un mais pour que la personne puisse nous justifier j'ai pas telle compétence, mais j'ai tel ceci, etc. Donc, c'est une à la discussion, tu le dis bien, en entretien, le test ne sert non pas à discriminer, mais c'est un point de départ. Juste une remarque, Pierre-Éric, qui à plusieurs reprises intervient. Oui, on va aux questions, Pierre-Éric. Simplement vous dire que il y a tout un ensemble de conseils qu'on vous donne sur notre site. Vous parlez de conseils professionnels, des choses comme ça. Écoutez, on a un blog, on a des articles, on a une chaîne YouTube. Tout ce que vous demandez là est abordé dans des vidéos qui sont à votre disposition de manière gratuite. N'hésitez pas, et c'est pareil pour tous. Il y a d'autres questions que vous posez, que vous aimeriez poser à Loïc et à moi en tant que recruteur. Sachez qu'on travaille sur plein de sujets et que vous allez retrouver cela sur notre site internet, dans nos blogs et évidemment sur notre page YouTube avec toutes les vidéos que l'on présente. Ou LinkedIn, ou nous contacter sur LinkedIn et on vous enverra les liens vers des ressources, ce genre de choses. Non, dans les questions qu'a posé Pierre-Éric, il y en a une ou deux là qui sont intéressantes.
le refus d'un candidat n'est-il pas une épreuve émotionnelle pour le recruteur? Et il a complété lorsqu'il a deux candidats finalistes qui sont très proches et que le recruteur a peur de se tromper. Bien sûr, bien sûr. Et c'est en ça qu'Eric, qu'on est des humains et que c'est le talent artistique qui va s'appuyer sur la technique. C'est-à-dire que seul jouer le recrutement au feeling de l'artiste, c'est aussi dangereux que de n'utiliser que des outils techniques scientifiques. Bien sûr. Voilà. Sélectionner des candidats ou des CV ou après les entretiens et dire tel ou tel candidat, je le recrute sans utiliser les deux parties que sont ma qualité de compréhension humaine derrière, de gratter derrière une question, une réponse, un test, mais m'appuyer sur des tests, des questions, etc. C'est fondamental. D'ailleurs, dans nos conseils, Augustin, on le dit. Alors, c'est important, oui, oui. Toutes les questions qui sont importantes, bien sûr, il faut les écrire avant. Pourquoi? Parce que, déjà, pour ne pas les oublier, elles sont essentielles. Et puis, pour comparer les candidats les uns par rapport aux autres. On ne pose pas des questions à un candidat parce qu'il nous semble que le sujet nous intéresse et le candidat suivant sur le même poste, on lui pose des questions. Non, non. Il faut rester professionnel. Ces questions peuvent avoir des réponses différentes, mais elles sont toutes importantes et il est important de respecter cela. Quelque part, l'aspect artistique, on va le retrouver dans la manière d'entendre, d'écouter, de comprendre l'autre aussi. Et quand tu disais tout à l'heure, on a du mal parfois à choisir le candidat final. On est entre les deux, là, entre deux candidats qui ont la même compétence, la même que l'on trouve intéressant par le poste de la même manière sur le plan professionnel, sur le plan technique, même de la motivation, parce que j'évalue la motivation d'un candidat aussi pour savoir si finalement est-ce que cette personne est intéressée vraiment par mon offre. À la fin, si j'étais très professionnel, très scientifique et que j'ai bien fait mon travail, je serais en mesure de dire que j'ai éliminé un maximum de risques, que les deux candidats sont intéressants, mais peut-être que là, on peut laisser une part d'informel finalement avec lequel ou laquelle j'ai envie de travailler, quoi. Hein, avec lequel j'ai envie de boire un café tous les matins. Nous, on le fait pas parce que nous, on recrute jamais pour nous, c'est toujours pour les autres. Mais à la fin, on part du principe que et d'ailleurs, n'oubliez pas que le candidat choisit son recruteur aussi. Hein. On arrive parfois à un shortlist, on dit finalement le poste m'intéressait et j'accroche pas avec la personne que j'ai en face. Ça peut arriver aussi. Ouais, et pour compléter ce que dit Augustin très justement, moi je me suis aperçu un petit retour d'expérience, hein, ça fait quelques 25 ans qu'on fait ça, je me suis aperçu que souvent, quand j'hésitais entre deux candidats, il me fallait les deux parties. Le côté très humain de mon analyse, de ma compréhension de l'autre, mais également le côté très scientifique avec les éléments factuels. Et donc c'est finalement il y a toujours des candidats qu'on élimine parce que nous on présente toujours une shortlist on va présenter, alors pas une shortlist, j'aime pas le terme, on présente des candidats physiquement, hein, on va avec les candidats sur place chez les clients, on accompagne les clients dans le recrutement jusqu'au bout. Mais quand on fait ça, on doit choisir 3 candidats et puis on en a 4 ou 5 qui sont pas mal. Mais en fait, quand on reprend tous les éléments, et il faut bien prendre les deux notions et pas juste se contenter de la fiche de poste et des questions techniques, etc. Pas que les hard skills, comme on dit, mais il faut aussi les soft skills. Et les soft skills, on va les ressentir dans l'entretien, on va les voir dans les tests. Et c'est cette alliance-là. Et finalement, on arrive assez facilement à trouver les bons candidats quand on utilise cette méthode complète, en fait, et qu'on ne s'arrête pas juste à son feeling ou qu'on ne s'arrête pas juste à un test. C'est vraiment cette alliance et à chaque fois qu'on a une hésitation, moi je me mets là-dessus et je m'aperçois qu'en fait c'est pas évident, mais si je travaille bien, si je fais un travail pro avec ces deux aspects, j'arrive à trouver les bons candidats qui correspondent. Bon, donc tout le monde l'a compris finalement. On sait si on devait répondre à cette question. Et c'est l'objet de notre slide qui suit. Loïc, peut-être que tu veux bien le faire passer ou je le fais. Voilà, les choses sont très claires. Il y a à la fois des éléments scientifiques et bien sûr un aspect artistique. On ne peut pas s'improviser recruteur comme ça. Hein, c'est un vrai métier, on disait tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on va y trouver, Loïc? Finalement aussi, tu peux peut-être nous parler de ce livre qui résume un peu tout ça aussi. Hein.
Oui, bah, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Effectivement, notre méthodologie de recrutement par indice, notre livre 256 pages, qui est l'évolution de notre méthodologie depuis 50 ans. C'est-à-dire que ça, c'est la sixième ou septième version. Elle est sortie en 2023. On le remet à jour très régulièrement parce que les outils, parce que les techniques évoluent. Mais finalement, la méthodologie n'évolue pas tant que ça en matière de recrutement. Et donc là-dedans, bah, vous allez retrouver l'art de poser des questions, l'art d'analyser, mais également la science d'analyser, la science de trouver les bonnes questions, la science d'évaluer, l'art d'évaluer, etc. Et nous, on est en permanence sur ces deux sujets-là, donc on se régale en fait dans cette thématique quand le thème du recrutement, de l'art du recrutement, ça nous a paru tellement évident. Et d'ailleurs, le nuage de mots, Augustin, que tu as fait, Oui, est très clair là-dessus. c'est très clair. Il faut vraiment une approche globale. Donc, c'est sûr qu'il faut de la méthode, mais de la méthode dans un environnement qui parfois peut laisser un peu de place à l'irrationnel. On parlait de biais cognitifs, on a parlé d'entretien consensuel aussi. C'est un élément qui est fort chez nous. C'est trouver un consensus lors de l'entretien avec le candidat et avec le recruteur. On parle de tests, on parle d'éléments rationnels. Voilà, tous ces mots s'entremêlent et quelque part, c'est ce qui nous permet de dire aujourd'hui qu'il faut les deux et que l'aspect humain, finalement, l'aspect artistique est très humain, l'aspect scientifique aussi, quelque part, parce que il va nous permettre de valider nos choix, d'avancer, de progresser, tant sur le plan des outils que sur le plan des méthodes. Et donc, c'est en cela qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui cette réflexion. Mais même pour aller plus loin, Loïc, je pense qu'on pourrait… Alors, vous avez une offre spéciale, on évoque rapidement. Il y a un code promo qui s'appelle… Ouais, pour les participants, pour vous, pour vous, c'est vraiment que pour les participants au webinar. On s'est dit que comme on allait vous parler du recrutement par indice, on vous fait une offre de 50% sur le livre, donc allez commander. Ça va durer un mois, je crois qu'il a une durée limitée le code, donc si vous voulez y aller. Donc n'hésitez pas. Ouais, je vais rebondir parce qu'il y a eu un sujet sur la rémunération et un petit peu de débat. Je suis d'accord avec Sandrine. Aujourd'hui, nous en tant que consultants, en tant qu'RH notamment, et même en tant que dirigeant, sans parler de choquant, mais il est quand même assez étonnant de voir des offres d'emploi où on ne sait pas encore, même dans les cas de création, on ne sait pas quel est le budget. Parce qu'on a un budget, parce que effectivement il y a des études, et si on ne sait pas soi-même, on fait appel à des professionnels. Nous, on va aller chercher, faire du benchmark, travailler au travers d'études pour donner un tarif. C'est souvent ce que nous demandent d'ailleurs nos clients. Parfois, ils ne savent pas quelle est la rémunération. Ils nous posent la question très ouvertement, en nous disant bon, Monsieur Louis, vous en pensez quoi de ce poste-là? Ça peut gagner combien? Et alors, avec l'expérience, bien sûr, c'est le côté artistique. Avec 20 ans d'expérience, on a un petit peu un côté artiste en tant que consultant. On a une sensibilité, on connaît les postes, etc. Mais quand on a un doute ou qu'on veut se rassurer, on va utiliser des méthodes scientifiques d'études, en fait. Il y a des études qui sont très bien faites. Je gâche l'étude de l'APEC est extrêmement bien faite sur le sujet. 111 métiers. Alors, c'est vraiment pour les cadres, évidemment. Mais France Travail fait des études, il y a plein d'autres systèmes qui font des études sur les rémunérations et vous donnez un peu les tendances, on est capable de le faire. Donc oui, aujourd'hui, même sur une création de poste, on doit être capable de donner une fourchette de rémunération à proposer aux candidats. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Il y a Pierre-Éric qui nous pose une question. J'ai pas compris, Pierre-Éric, si vous voulez préciser les entretiens réseau, vous les mettez où dans votre réflexion? J'ai pas compris cette question. C'est peut-être le travail du candidat de ne pas être dans une posture de candidat que par rapport aux offres d'emploi. C'est peut-être ça aussi l'idée, c'est de dire tout est bon pour vous faire connaître et rencontrer dans les réseaux extérieurs aux entreprises immédiates que vous êtes candidat. Mais là, on est plus sur une thématique plus entretien côté candidat. Oui, alors d'accord, mais si c'est les entretiens réseau, c'est d'aller voir les employeurs sans poste à pourvoir. Alors ça, c'est pas un entretien de recrutement, c'est un entretien de contact, de prise d'échange, etc. Nous, on parle d'entretien de recrutement, véritablement. Là, c'est un cadre un petit peu spécifique. Augustin, pour poursuivre tout ça, effectivement, on l'a dit, on va bientôt fêter nos 50 ans. Il nous reste 2 minutes, donc on va essayer d'être rapide et efficace. Peut-être que c'est l'occasion, Loïc, de faire une annonce et de proposer à tous nos participants, justement, de ce webinaire,
de jouer avec nous, en fait, et de répondre à ce concours qu'on a lancé, un concours d'artistes qui vous concerne tous. Vous pouvez, jusqu'au 30 juin 2025, participer, vous le savez tous. Oui, tu nous expliques un peu le concept? Ouais, exactement. Bah, Pierre-Éric, super. Voilà, je suis artiste peintre, ça nous intéresse. Le concours est ouvert à tout le monde. L'idée, la réduction ne fonctionne pas. Tiens, Big, on en reparle. Premier achat. Flora. Ouais, premier achat. Merci Flora pour l'intention d'achat. Renvoyez-nous un petit mail sur contact@florianmansol.com si vous avez un problème. On va regarder ce qui se passe. Ouais. Et pour tous les autres, si d'autres ont tenté. Donc, concours d'artistes. L'idée, c'est que pour nos 50 ans, on fasse une sélection d'une 50aine d'œuvres artistiques autour du recrutement. La thématique, c'est le recrutement et pas autre chose, l'art du recrutement. Ce qu'on veut, c'est des gens qui soient comme Pierre-Éric, peut-être des artistes dans l'âme, des artistes professionnels ou pas des artistes professionnels. Vous avez peut-être des âmes artistiques, quelle que soit la discipline, que ce soit de la peinture, des œuvres physiques, des œuvres digitales, des œuvres, des performances, ce genre de choses. Vous pouvez nous envoyer vos projets, voir vos œuvres sous format. Il y a un lien, si tu peux, alors je vais mettre le lien. Il y a un lien sur notre site internet pour déposer vos œuvres, vos projets jusqu'au 30 juin. Pour nous dire, bah voilà, moi l'art ça me parle, le recrutement ça me parle comme ceci, comme cela, voilà le type de projet que j'ai artistiquement parlant, et on aimerait que ce soit des gens qui sont dans les entreprises, dans le milieu de l'entreprise, vos collègues, vos amis, voilà, dans l'entreprise, vos managers dans l'entreprise qui nous déposent ces œuvres-là. On voudrait avoir votre véritable compétence artistique, en fait, voilà. On s'intéresse beaucoup à des compétences en termes de savoir-faire, savoir-être. N'hésitez pas à nous révéler votre véritable compétence qui est peut-être qui va s'exprimer au travers de ce concours, qui d'ailleurs nous permettra à l'occasion des 50 ans du cabinet d'effectuer un très bel événement dans lequel on va choisir les œuvres que l'on va exposer sous différentes formes, notamment sous la forme d'un bel ouvrage. Donc voilà, globalement. Voilà, écoutez, on est arrivé à la fin. Effectivement, Flora, on a un problème sur le code promo. Je ne comprends pas. Je vous ai communiqué l'adresse mail, Flora, hein, n'hésitez pas. Je comprends pas non plus. On va corriger le problème et on vous renverra un petit mail retenté tout à l'heure. Merci à tous, merci Augustin, merci à toutes de nous avoir écoutés encore une fois, très nombreux, avoir réagi, interagi avec nous. Et on se retrouve dans pas longtemps, au mois de mars, pour évoquer le 20 mars, justement cet ouvrage que nous avons rédigé ensemble, Loïc, avec Florian, le management selon les animaux, un grand sujet RH, hein, que l'on aura l'occasion de présenter tous les trois d'ailleurs, hein, avec Florian. Ouais, la prochaine fois, on sera tous les trois pour présenter. Donc là, ça sera un grand succès. On vous attend tous nombreux. Merci à tous, merci à toutes. Au revoir. À bientôt.